font exception à la règle. Les jeunes du GUC Grenoble Ski ont pu profiter des remontées mécaniques et du ski de piste pour ces vacances. Munis d'un parachute et d'un snow, les snowkiters se sont réunis à l'Alpe d'Huez pour la 17e édition des Masters. Il a emporté avec lui sur la planète rouge un bout de capitale des Alpes. Le rover qui a atterri sur Mars contient des équipements en partie grenoblois. Notre invité nous en dit plus sur les yeux et les oreilles du robot Persévérance. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 19 février. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'instruction de l'affaire Maëlys clôturée. Les 3 juges grenoblois en charge de l'instruction ont transmis ce jeudi le dossier du parquet au parquet. Le procureur de la République a 1 mois pour le relire et l'analyser. Il devra ensuite transmettre au juge ses réquisitions sur les suites qu'il entend donner à la procédure. Une étape importante dans l'affaire du meurtre de Maëlys, 8 ans, enlevée et tuée en été 2017 lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin. Nordal Lelandais, son meurtrier présumé, est écroué depuis septembre 2017 à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un incendie a été déclaré peu après minuit dans une ferme vieille de 400 ans à Saint-Marcellin. Près de 3700 mètres carrés de bâtiments et une dizaine d'engins agricoles ont été détruits. 70 pompiers ont été mobilisés. Les propriétaires, réveillés par le détecteur de fumée, en sont sortis indemnes et ont pu sauver leurs animaux. Les festivals d'été autorisés avec 5000 personnes assises maximum en raison de la crise sanitaire, ce sont les annonces du syndicat des musiques actuelles. Après discussion avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, les organisateurs de festivals doivent dès à présent s'organiser, s'adapter. Le producteur Rémi Perrier s'y attendait, mais il évoque une déflagration. Un choc, l'impression d'être mis un peu dos au mur, ce qui n'enlève pas le respect qu'on peut avoir pour des festivals qui sont en capacité de s'adapter, de faire des jauges à 5000. Mais moi, je vois mal Niska, PNL, Angèle, Dropkick Murphys, je m'arrête là, la liste est longue, pouvoir jouer en face d'un gradin avec 5000 personnes statiques, ou presque. Et qu'est-ce qui se passe si à un moment elles veulent vibrer, vivre, tout simplement? Est-ce qu'il y a un policier? Est-ce qu'il y a un agent de sécurité derrière elles? Voilà, c'est un vrai problème. Et au-delà de ça, il y a des esthétiques musicales qui sont donc cornérisées, les musiques urbaines, l'électro, le pop-rock, et un public dont on parle beaucoup. Le président de la République parle d'une jeunesse sacrifiée. Que vont faire les jeunes l'été prochain? Et comment seront accompagnés les festivals qui ne peuvent pas se déployer parce que les contraintes sont trop lourdes et changent radicalement l'esprit, l'ADN, le déroulement de leur festival. Un festival, c'est un objet particulier, c'est un concept, c'est un projet, c'est une vie particulière. On a besoin de réponses, de transparence, d'accompagnement, au moins aussi dignement que d'autres activités industrielles ou autres. C'est pas une volonté de polémique. J'ai vraiment autre chose à foutre que de créer des polémiques ou de m'imaginer comme un espèce de bout en train qui voudrait semer des choses. Enfin, c'est pas du... Sortons de tout ça. On a besoin de respect et d'accompagnement. Et ce ne sera pas une mince affaire pour des festivals comme le Cabaret Frappé qui accueille habituellement environ 10 000 personnes, soit le double de la jauge maximale. La sonnerie de la fin des vacances va bientôt retentir. Des vacances un peu spéciales cette année car les remontées mécaniques sont restées à l'arrêt, sauf pour les bambins qui ont pu profiter des descentes sous un beau soleil au Sept-Lô avec Lilian Veillet. Ce matin, sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, c'est le dernier départ. Pendant leurs 2 semaines de vacances, les jeunes du GUC Grenoble Ski ont pu profiter d'une belle opportunité en allant skier au Sept-Lô. Je trouve qu'on a beaucoup de chance. Tous mes copains à l'école, ils skient pas, ou ils ont des activités à l'intérieur, du coup ils ne peuvent pas les faire. Et nous, on a énormément de chance, on a nos cartes qui nous montent. Et en plus, on peut skier. Je pense pas qu'il y ait mes copains à l'école qui font du ski, eux, pendant les vacances. Ça me fait plaisir parce qu'on a une opportunité de skier alors qu'il y en a d'autres qui doivent rester à Grenoble. Les remontées mécaniques sont ouvertes uniquement pour les compétiteurs et les mineurs licenciés des clubs de ski. Alors on en profite pour peaufiner sa glisse et passer ses niveaux. Je vais garder mes skis parallèles, je vais plus faire de chasse-neige et je vais
écouter les consignes de mon professeur. Une fois habillés, on monte en station et à Prapoutel, la neige et le soleil sont au rendez-vous. Les conditions sont optimales. La neige est plutôt bonne, voilà, c'est bon. Après, c'est super de pouvoir faire du ski alors que tout le monde ne peut pas, quoi. D'habitude, il y a quand même beaucoup de monde sur les pistes. On a des adultes, puis il y a des groupes, d'autres groupes. Et là, il n'y a pas vraiment tout le monde, il n'y a que des enfants et des professeurs. Et c'est vraiment pas beaucoup sur les pistes. Au total, 4 remontées mécaniques fonctionnent, une au Plenay et 3 à Prapoutel pour rendre accessible 10% du domaine skiable, alors qu'ils ne sont que quelques centaines au total à descendre les pistes. Mais avec les annulations de vacances et le faible nombre de clubs qui ont pu rester ouverts, le GUC a lui vu ses licenciés augmenter cette année. La première semaine des vacances de février, on emmène environ 80 enfants et 60 la deuxième semaine. Et là, on est à 130 enfants la première semaine et 100 la deuxième. Pour la station cependant, entre le damage, la sécurisation des pistes et le personnel engagé, le manque à gagner reste important. On essaye d'être à l'équilibre financier des ouvertures. On va encaisser 150 000 € maximum sur la totalité de la saison, quels que soient les sites qu'on exploite. C'est une saison où on aurait dû encaisser 10 millions d'euros, compte tenu des conditions d'enneigement. La saison de ski n'est pas encore finie pour ces jeunes qui pourront continuer à glisser les mercredis et les week-ends et garder le sourire. Au-dessus de Loisan, pas besoin de remontée mécanique pour les snowkiters qui se sont réunis à l'Alpe d'Huez cette semaine pour la 17e édition du Snowkite Masters. La 17e édition du Snowkite Masters se déroule cette semaine à l'Alpe d'Huez. Au programme, démonstration des professionnels, concours photo et initiation. Et pour l'occasion, le multiple champion du monde Guillaume Chastagnol est présent et donne ses conseils. On a vu le potentiel, on a appris petit à petit le potentiel de comment remonter la montagne le plus vite possible et le plus haut possible. C'est magnifique, quoi. On en profite à fond, la neige est bonne, les gens se régalent. Quand ils nous regardent faire des pirouettes dans les airs, ils se régalent, c'est super. Ouais. Le snowkite reste un sport peu médiatisé, mais l'initiation reste accessible à tous. On a fait un bon footing, on a un peu attendu le vent, mais c'était cool. C'est avec plaisir que j'ai pris cette initiation. C'est comme un téléski, il suffit d'un peu de vent et on remonte la pente. Donc tout ça est très positif. Les gens qui sont venus en station sont à chaque fois ravis. Les moniteurs et tous ceux qui vivent aussi sur la station sont très contents qu'on ait un peu de monde et qu'on vive enfin un peu. Un des rares événements maintenus pour le plus grand bonheur des organisateurs et de la station. On a tenu à maintenir le rendez-vous, donner des initiations gratuites avec tous les champions dans la matinée et dans l'après-midi. On essaye de faire des compétitions et avec un format un peu différent. Hier, une cinquantaine de personnes sont venues nous voir et de toute façon, on leur transmet les fondamentaux, la base du snowkite. Ça permet aux gens de commencer à apprendre le maniement de la voile, sentir l'attraction de la voile. Si ça leur plaît, ils peuvent revenir l'après-midi, prendre des cours avec les écoles de ski. Le snowkite n'est pas la seule activité insolite proposée par la station. Différents ateliers sont mis en place pour faire découvrir la montagne autrement. Les pisteurs secouristes de Loisan proposent par exemple un atelier recherche avalanche au DVA, pour les petits comme pour les grands. On a appris à se servir du DVA, mais aussi de la sonde, et de la pelle. Nous, à travers l'association des pisteurs secouristes de Loisan, on a voulu parler de quelque chose de typique à la montagne et de très actuel en parlant du risque d'avalanche et des manières de réagir en cas d'avalanche et de se prémunir en fait du phénomène avalancheux. Et pour ceux qui voudraient profiter d'une activité atypique en famille, il y a l'atelier construction d'igloo. Du coup, c'est le repas de midi dans l'igloo. Aujourd'hui, c'est l'activité igloo. Hier, c'était le patin à glace. Hier, c'était le patin à glace. Et avant-hier, c'était les chiens de traîneau. Avant-hier, chien de traîneau. Et demain, le luge park. Au revoir. Bien loin de la neige et des igloos, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, ou plutôt hier, ce jeudi 18 février, le robot Persévérance s'est posé sur la planète Mars. Il a emporté avec lui des équipements élaborés à Lyon et Grenoble. Pierre Beck, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, à l'Institut des sciences de la Terre, ainsi qu'à l'Université Grenoble-Alpes. Qu'est-ce que c'est que Persévérance? Alors, Persévérance, c'est le rover. Donc, en français, on appelle ça un astromobile. Donc, c'est cette espèce de grosse voiture qui va rouler sur la surface de Mars. C'est un rover qui est américain, donc de l'Agence spatiale américaine.
Et il se trouve qu'à bord de ce rover, il y a un certain nombre d'instruments, dont un instrument franco-américain, SuperCam. On en parlera juste après. On en parlera juste après, voilà. Et alors, ce robot, enfin ce rover, Cet astromobile. cet astromobile en français, qu'est-ce qu'il est allé faire sur la planète rouge? Alors, il a 4 grands objectifs scientifiques. Enfin, un objectif qui n'est pas complètement scientifique d'ailleurs. Le premier, c'est de comprendre la géologie de là où il a atterri, ce cratère G0, à peu près sous les tropiques de Mars. Un deuxième objectif, c'est d'aller chercher ce qu'on va appeler des biosignatures. Donc, des biosignatures, c'est des traces potentielles du monde vivant. Et puis, il y a 2 autres objectifs. Un premier objectif qui est un peu technologique, c'est la démonstration d'une technique de production d'oxygène, avec un aspect préparation de l'exploration habitée de Mars. Et puis un dernier volet, c'est le retour d'échantillons, puisque ce rover il est équipé d'un système de forage, une petite foreuse, une perceuse qui peut récupérer les échantillons, avec pour objectif peut-être de les ramener sur Terre dans les 10 prochaines années. Alors, un peu de Grenoble, vous l'avez dit, est parti sur Mars. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, ce n'est pas un instrument qui a été fait à Grenoble, hein. On n'a pas construit l'instrument. C'est d'abord le laboratoire Los Alamos aux États-Unis. Ensuite, un consortium en France avec des laboratoires du CNRS, avec le Centre national d'études spatiales. Mais à Grenoble, on participe à cette mission depuis un certain temps, en fait, depuis la proposition de l'instrument il y a maintenant 7 ans. Et on a participé en particulier à un travail de préparation des observations, ce qu'on appelle les cibles de calibration infrarouge. Et d'ailleurs, parmi ces cibles de calibration, il y a un des échantillons qui à un moment était dans mon tiroir. Et puis un jour, je l'ai envoyé à un collègue. Et puis il se trouve qu'aujourd'hui, hier, il a atterri sur Mars. Alors, un des objectifs, vous l'avez dit, c'est de détecter peut-être de la vie sur Mars. Oui, alors c'est un objectif qui est extrêmement ambitieux, qui dépasse le cadre scientifique, bien évidemment. On ne sait pas à quoi ça peut ressembler, la vie sur Mars. Donc on se base beaucoup sur ce qu'on connaît de la vie sur Terre. Mais c'est vraiment une évolution dans la stratégie d'exploration de Mars américaine, puisque cette mission a vraiment ce but affiché de trouver des traces du monde vivant, ces fameuses biosignatures. Alors qu'est-ce que c'est une biosignature? Ça peut être un fossile. On n'y croit pas trop parce que là où on va, c'est un instant très âgé de la surface de Mars, où s'il y a eu de la vie, c'est plutôt à l'état bactérien. Donc on va chercher potentiellement des structures liées au vivant, et puis pourquoi pas des signatures chimiques qui pourraient être diagnostiques du vivant. Pour détecter tout cela, il s'est posé où, le robot? Alors, quand on va explorer une planète, on n'y va pas à beaucoup d'endroits. En général, pour le moment, ça a été fait qu'à quelques endroits sur Mars. Donc, il faut bien choisir où on va, parce que ce qu'on va comprendre dépend de là où on va. Donc, il y a eu plein de discussions pour savoir où aller à la surface de Mars. Et au final, la discussion s'est restreinte petit à petit sur des sites d'atterrissage potentiels pour arriver à ce cratère G0. Donc, c'est un cratère d'à peu près 50 km et qui a été choisi pour une raison fondamentale, c'est qu'il montre des signatures fortes de la présence d'eau liquide dans ce cratère. C'était probablement un lac dans le passé martien, et qui dit eau liquide, dit un potentiel de préservation ou d'apparition de la vie extrêmement fort. Donc c'est ça qui a poussé à la sélection de ce site d'atterrissage. On va revenir sur cet équipement SuperCam. Oui. Qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est un peu les yeux et les oreilles de ce robot? Oui, alors c'est un SuperCam, déjà, il y a une caméra, mais ce n'est pas qu'une caméra, c'est beaucoup plus qu'une caméra. C'est 5 types d'analyses différentes. Ça peut d'abord faire des images, donc pour voir où est-ce qu'on va analyser les roches, mais ça peut surtout analyser la composition et la nature des roches à distance. Donc c'est un instrument qu'on appelle de télédétection, donc de détection à distance de signatures. Donc on peut faire plusieurs choses. D'abord savoir quels sont les éléments chimiques présents dans les roches autour du rover, avec une technique qui s'appelle la LIPS. C'est un peu compliqué, mais en gros, on envoie un laser très puissant qui fait une étincelle qui va éclater tous les atomes de la cible. Et on va pouvoir, en regardant cette étincelle, savoir quels sont les atomes. Et puis, il y a d'autres techniques qui sont des techniques spectroscopiques qui, elles, vont permettre de comprendre quels sont les minéraux présents dans les roches. Et la minéralogie, donc la façon dont les atomes sont assemblés, est extrêmement précieuse pour comprendre comment les roches se sont formées. Et puis, il y a un dernier aspect à SuperCam qui a été rajouté en fait un peu à la fin, qui est un microphone, et qui a un objectif scientifique qui est d'écouter au fur et à mesure qu'on fait des tirs laser sur les cibles. Mais bien évidemment, c'est un microphone qui va être utilisé pour plein d'autres choses, et en particulier pour écouter tous les bruits que fera Mars au cours de son exploration dans G0. C'est passionnant en tout cas. Vous, Pierre Bec, dans l'élaboration de cet outil SuperCam, quel a été votre rôle? Alors moi, je fais partie de l'équipe scientifique, comme mon collègue Éric Lévin, qui lui est à ISTER. Donc on n'est pas dans l'ingénierie, on n'est pas dans la construction de l'instrument.
On a aidé à la préparation de la proposition d'instrument, à élaborer le cas scientifique, savoir quelles sont les performances qu'on attend de l'instrument. Et puis on a aussi beaucoup travaillé sur la calibration de l'instrument, donc savoir exactement comment faire les mesures et essayer de maximiser le retour scientifique de ces mesures. Et pour ça, en fait, on fait des analyses en laboratoire. C'est un peu notre spécificité qui fait qu'on a été appelé pour participer à ces missions. C'est cette compétence à faire des instruments non pas spatials, mais en laboratoire, et qui, eux, vont permettre de comprendre les observations à venir de SuperCam et de Mars 2020. Alors, on sait qu'il y a de l'eau sur Mars. Qu'est-ce qui va se passer si on découvre qu'il y a ou qu'il y a eu de la vie ? Eh bien, déjà, il faut arriver à démontrer que c'est bien de la vie. Donc, il faut avoir un indice, mais à une grande découverte, il faut des preuves colossales. Donc, il faut être sûr de son coup. Donc, si on a une preuve extrêmement forte, la question de savoir qui fera l'annonce, c'est pas évident. Enfin, ce sera peut-être pas les scientifiques, peut-être pas la NASA, peut-être les agences, les gouvernements. Quand il y a eu potentiellement des traces de vie découvertes dans une météorite martienne, il y a 15 ans, c'était Bill Clinton qui avait fait une annonce. Donc, on verra qui fait cette annonce. C'est une question intéressante et j'aimerais beaucoup qu'on se la pose et ce serait formidable qu'on ait des indices de ces biosignatures. On aura la réponse dans un avenir proche ou lointain. Eh bien, peut-être qu'on va trouver un coquillage, je n'y crois pas, mais peut-être qu'on trouvera des signatures fortes, ce serait extraordinaire. Donc, peut-être que ça arrivera dans les mois, les années à venir, puisque c'est une mission qui peut durer pas mal de temps. Mais la façon dont je le vois plutôt, c'est qu'on verra peut-être des indices chimiques, on verra peut-être des molécules organiques, et on se dira, waouh, des molécules organiques, sur Terre, on les connaît comme étant liées au vivant. Et si on les trouve, la seule façon et la meilleure façon de prouver que c'est bien des traces de vie, ce sera de ramener ces échantillons. Et c'est tout l'intérêt d'avoir ce système de collecte d'échantillons qui permettra de prélever ces échantillons sur Mars, de les ramener sur Terre, et là, utiliser tout l'arsenal de techniques qu'on a en laboratoire pour vérifier et valider que c'est effectivement des traces du monde vivant. Pour l'instant, il n'y a plus qu'à attendre. Merci beaucoup Pierre Beck d'avoir été avec nous. Alors, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous et très bon week-end.